Qui est le vrai proxy? Alors que la guerre en Ukraine s'est toujours présentée comme le théâtre de l'affrontement entre la Russie et les États-Unis, les événements récents au Venezuela comme en Iran, allié de Moscou, troublent encore davantage le jeu. Et si la stratégie de Donald Trump semble s'inscrire davantage dans la réaffirmation d'un impérialisme continental, dont l'appétit pourrait se rassasier avec la glace groenlandaise, on ne peut s'empêcher de penser que l'affaiblissement de Caracas comme de Téhéran permet aussi d'envoyer une mise en garde à Moscou, en plus de Pékin. Une mise en garde visiblement peu dissuasive. En effet, depuis quelques jours, la Russie a renforcé son engagement sur le territoire ukrainien et la nuit de lundi à mardi a donné lieu à des frappes de drones et de missiles sur Kharkiv. Parmi les dommages reconnus, des infrastructures énergétiques, cible de choix pour la Russie pendant l'hiver. Et pour cause, la stratégie est simple, le soutien de la population ukrainienne, à l'instar de ses ressources humaines mobilisées sur le théâtre de guerre, sont autant d'éléments fragiles pour Kiev. Et le général hiver accentue encore la tendance. Mais en dehors de cette guerre, disons conventionnelle, l'utilisation de l'Oreshnik le 9 janvier dernier a aussi secoué le monde. En effet, la Russie a envoyé un missile balistique avec des charges conventionnelles et non nucléaires sur un complexe industriel. Une frappe condamnée par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Tammy Bruce. Grâce au leadership du président Trump, nous sommes aujourd'hui plus proches d'un accord que nous ne l'avons jamais été depuis le début de la guerre. Malgré cela, la Russie a lancé de nouvelles attaques contre l'Ukraine, notamment en tirant un missile balistique Oreshnik à capacité nucléaire sur une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l'OTAN. Cela constitue une nouvelle escalade dangereuse et inexplicable. Alors que les États-Unis travaillent avec Kiev, d'autres partenaires et Moscou pour mettre un terme à la guerre via un accord négocié. À un moment où le potentiel est énorme, grâce à l'engagement sans précédent du président Trump en faveur de la paix dans le monde, les deux parties devraient chercher des moyens de désamorcer la situation. Mais l'action de la Russie risque d'étendre et d'intensifier la guerre. Une condamnation de la frappe, mais un ton plutôt mesuré, notamment parce que Moscou a présenté cette attaque comme représailles après les frappes de drones sur la résidence présidentielle de Vladimir Poutine à Vaïlaï. C'est la deuxième fois que la Russie utilise cette arme de portée intermédiaire d'Oreshnik. La première fois remonte à novembre 2024, après l'utilisation de missiles Attack-MS par les Ukrainiens sur le territoire russe. À l'époque, Hervé Carrez, diplômé de l'école de guerre, nous avait expliqué le caractère révolutionnaire de cette frappe dans la politique de dissuasion. Alors dans cette confrontation stratégique, je pense qu'il ne faut pas parler d'escalade, il faut parler de réponses graduées, et notamment de la part des Russes. Et en se référant à la réponse graduée des années 60 des États-Unis en matière de dissuasion nucléaire, avec une différence notable et qui est d'une certaine manière révolutionnaire, c'est que par la suprématie technologique qu'ont les Russes avec les vecteurs hypersoniques, ils ont rajouté en fait une étape à cette réponse graduée. C'est une étape de dissuasion conventionnelle au moyen de vecteurs hypersoniques. Et cette étape qui n'existait pas, qui est révolutionnaire, pose un vrai problème stratégique aux Occidentaux parce qu'eux, ils ont une dissuasion essentiellement et exclusivement nucléaire, avec pas de niveau de graduation ou de gradation. Force est de constater que plus d'un an plus tard, les Occidentaux sont toujours sans réponse. Incapables de riposte graduée avant le stade nucléaire, ils sont aussi incapables de faire avancer la paix. Pour la porte-parole de l'Union européenne, l'heure de parler directement avec Vladimir Poutine n'est pas encore venue. Malheureusement, nous ne voyons aucun signe de la part du président Poutine pour s'engager dans de telles discussions. Nous n'y sommes pas encore. Nous espérons en effet qu'il y ait de telles discussions qui nous mèneront enfin vers la paix en Ukraine. Alors que les fronts se multiplient pour Donald Trump et que les tensions entre Moscou et Washington sont à leur comble, l'occasion de reprendre la diplomatie de la paix en main serait pourtant idéale. Mais Bruxelles et Paris poursuivent la stratégie de la surdité, déconnectée de la réalité militaire et de sa faiblesse sur l'échiquier mondial. La Syrie, entre combats persistants et espérance, la ville d'Alep a été réunifiée par le pouvoir de Damas, tandis que les États-Unis ont pilonné des positions de l'État islamique. Le pays demeure toujours dans une situation très précaire. Explication d'Olivier Frère-Jacques.
La situation des Kurdes en Syrie connaît un tournant dramatique ces derniers jours, marqué par d'intenses affrontements à Alep. Après 5 jours de combats acharnés, les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle des quartiers à majorité kurde de Sheikh Maksoud et Ashrafiyeh, forçant les combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS, dominés par les Kurdes, à évacuer. Selon des sources officielles, plus de 400 combattants, dont des blessés, ont été transportés vers le nord-est syrien sous médiation internationale, tandis que 300 autres ont été arrêtés. Ces événements interviennent après l'échec des négociations entre le gouvernement de transition et le chef des FDS, Mazloum Abdi, sur l'intégration des institutions kurdes dans l'État syrien. Les autorités de Damas, dirigées par le président islamiste Ahmed al-Shara, ont salué cette victoire comme un pas vers l'unification du pays, évitant les massacres observés lors d'opérations précédentes contre d'autres groupes. Du côté de la population kurde, ce n'est pas le même discours qui domine. Personne ne parle de ce que nous vivons. Aujourd'hui, à Sheikh Maksoud et à Ashrafiyeh, ils jettent nos enfants du haut des immeubles. Je leur dis que le peuple kurde ne tombera pas. Le peuple kurde triomphera. Nous nous battrons jusqu'au bout et la victoire sera nôtre. Au moins 24 civils seraient morts pour plus de 100 blessés. Cette défaite révèle aussi des divisions internes au sein des FDS entre factions loyales au PKK et celles plus modérées, affaiblissant leur position dans le nord-est. Selon Benjamin Blanchard, directeur général de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, la situation des Kurdes a finalement peu changé par rapport au précédent régime politique. Alors la situation des Kurdes n'a pas tellement changé depuis la chute du précédent régime, du régime des Assad, puisqu'ils se sont regroupés dans le nord-est de la Syrie, au-delà de l'Euphrate, et ils sont toujours à la tête d'une zone autonome, ou en tout cas séparée, qui n'est pas sous contrôle du régime de Damas. Mais attention, ce n'est pas une zone où il n'y a que des Kurdes, c'est une zone où il y a, je pense, une majorité, c'est difficile de savoir, mais je pense une majorité d'Arabes sunnites, mais qui sont sous la domination des Kurdes et de leurs forces armées. Alors ensuite, il y avait l'exception d'Alep avec 2 quartiers à majorité kurde qui avaient une certaine autonomie, et cette autonomie vient de prendre fin avec la prise d'assaut de ces quartiers par les milices gouvernementales ces derniers jours avec les combats que nous avons vus. Parallèlement, les États-Unis ont intensifié leur engagement militaire contre l'État islamique en Syrie. Samedi 10 janvier, une opération d'envergure impliquant une vingtaine d'avions et plus de 90 missiles a ciblé 35 sites djihadistes, dont des dépôts d'armes et des centres d'entraînement. Ces frappes s'inscrivent dans la continuité de celles de la Russie du temps de Bachar al-Assad. Alors le but des frappes américaines contre Daesh, c'est d'aider le gouvernement en place, qui est allié des États-Unis, donc de M. al-Shara, à lutter contre Daesh, qui reste toujours bien présent dans le désert syrien. Donc en quelque sorte, les frappes américaines ont pris la suite des frappes russes qui avaient cours du temps de l'ancien régime. Globalement, la Syrie sous al-Shara consolide son autorité centrale après la chute du précédent régime politique il y a un peu plus d'1 an. En unifiant Alep, mais sans trouver de solution politique avec les Kurdes pour le moment, les nouveaux maîtres de Damas parviennent à stabiliser leur pouvoir sans pour autant pouvoir protéger l'ensemble de la population sur un territoire encore très instable, notamment pour les minorités auprès desquelles l'association SOS Chrétiens d'Orient vient en aide. Alors la situation humanitaire dans le pays s'est un peu améliorée avec la levée d'une partie des sanctions, une certaine stabilisation de l'économie. Là, on voit depuis début janvier, il y a une nouvelle monnaie qui est installée avec des nouveaux billets de banque. Ils ont enlevé 3 zéros. Donc on attend de voir si cela permet une amélioration de la situation. La monnaie s'était aussi stabilisée depuis 1 an. Elle était même un peu remontée, alors de manière un peu fictive, parce que pendant un temps, il n'y avait pas assez de billets, puisque les billets sont imprimés en Russie, et donc avant que la Russie et la Syrie reprennent langue, il y a eu un temps de latence. Mais aujourd'hui, les relations sont tout à fait stabilisées avec la Russie, et bien sûr avec les États-Unis et l'Union européenne. Et disons que la situation s'est un peu améliorée, mais elle reste tout à fait critique pour toute la population. Ensuite, il y a eu des massacres commis contre des minorités, notamment les Alaouites sur la côte, et puis contre les Druzes dans le sud. Et puis au-delà de ces massacres, il y a régulièrement des enlèvements, des assassinats qui visent plus particulièrement les communautés minoritaires que les 2 précédemment citées, les Alaouites et les Druzes, mais aussi les chrétiens.